Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de ma série à la force du mental dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Steven Noyarik, un aventurier avec un palmarès tout simplement incroyable. Il a notamment fait la traversée de l'Himalaya en vélo en seulement 51 jours. Il a aussi fait Paris-Dakar, toujours en vélo, qui représente 5600 km en seulement 20 jours. Il a aussi fait le Biking Man d'Oman qui représente 1050 km en seulement 59 heures. Et il a encore réalisé plein d'autres choses tout simplement incroyables. Donc dans cette vidéo, vous allez en savoir un peu plus sur lui, sur comment il a fait pour en arriver là où il en est aujourd'hui, sur comment il fait pour avoir un mental repoussant toutes les limites humaines, clairement. Donc j'espère que cette interview vous plaira, va vous donner l'envie de vous aussi repousser vos limites et réaliser vos objectifs et vos rêves. Donc moi, j'ai plus qu'à vous laisser découvrir tout ça. Je m'appelle Steven Le Yarrick, j'ai 35 ans. Euh, j'ai été élevé dans les quartiers populaires du 93 à La Courneuve et j'ai eu une enfance pas très très facile. Et en fait, le sport, je l'ai pratiqué très vite en ayant multicasquette, beaucoup de sports différents. La vérité, c'est que je suis un peu hyperactif. J'avais besoin de remplir un vide en moi. Et ce vide, je l'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé un moyen de le remplir, en tous les cas, de vivre intensément tout ce que je vivais en faisant un des sports les plus durs, je trouve, qui existe, c'est-à-dire le vélo. Et le vélo, il m'a permis de sortir, donc, dans un premier temps, de ce département, de cette ville, et après d'aller en sport-études, et ensuite de parcourir un peu la France jusqu'à un niveau, j'appelle élite, parce que c'était ce qui avait marqué sur ma licence. Donc, j'étais un peu en dessus du niveau pro, mais c'était mon métier quand même. Et voilà, j'étais coureur cycliste jusqu'à l'âge de 24 ans, même si la dernière année était catastrophique. Voilà, je pense que j'ai rarement fait autant le métier que cette année-là, mais j'étais pas dedans, j'étais plus dedans en fait. J'étais plus dedans, j'étais malheureux, j'étais pas, je pense que j'étais pas fait pour le sport de haut niveau. Je sais pas si je suis fait pour le vélo, je sais pas si quelqu'un est fait pour quelque chose dans la vie, mais en tous les cas, la performance m'habite depuis toujours, mais j'ai du mal avec la compétition, j'ai du mal avec l'esprit, j'ai du mal avec la méchanceté, j'ai du mal avec l'injustice, j'ai du mal avec la tricherie, avec les mensonges et tout ce qui va avec l'obligation de résultat. Euh, j'ai remarqué qu'il en résultait pas mal de choses de ce genre. Voilà, qu'on parle de dopage, de tricherie, de mensonges, de tout ça. Et en plus, faut être dur, quoi. Faut être dur, faut être Mhm. presque méchant, faut être, voilà. Donc, des fois, j'étais le plus méchant des méchants, et des fois, en fait, comme c'était pas moi, bah, je craquais complet et j'avais plus envie, quoi. Et j'avais plus envie de faire. En fait, ce que j'aimais dans le vélo, c'était m'entraîner, quoi. Mhm. Du coup, bah, je faisais entre 15 et 30 000 kilomètres par an pendant 10-15 ans. J'ai arrêté le vélo pendant 5 ans, je crois. Et j'ai Ouais. repris après avoir passé 120 jours dans l'Himalaya où je manque de devenir moine bouddhiste. Je décide de changer de vie. Je décide d'être heureux, en fait. Enfin, je suis devenu communicant avant ça. Je suis devenu communicant pour des marques, des personnalités, notamment la Fédération française de triathlon jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio, où j'étais communicant voilà, pour l'équipe de France de triathlon. Et donc, j'ai rencontré les plus grands athlètes du monde. Je les ai côtoyés de près et voilà, et ça m'a choqué complètement. Et voilà, suite à ça, j'ai fait un gros burn-out et j'ai décidé de quitter un peu ce monde, notre monde normal, Mhm. notre réalité d'occidentaux pour aller un peu voir en Asie ce qui se passait, et notamment au Népal. Du coup, j'ai passé 120 jours là-bas avec beaucoup de méditation silencieuse aussi. Et ouais, 120 jours la première année. La deuxième année, je traverse l'Himalaya d'est en ouest en vélo. J'étais le premier à faire ça. Et après, j'ai enchaîné avec d'autres projets comme Paris-Dakar à vélo. Voilà, j'ai enchaîné des projets aventure jusqu'à il y a une semaine où je viens de gagner une course qui s'appelle Northscape 4000. Euh, J'avais fait justement un projet
qui était l'introduction. Enfin, c'était Paris-Dakar en vélo, entre Paris et Dakar à vélo en 20 jours. Et j'ai enchaîné avec le 666 Project, qui est la première étape était en Namibie, c'était il y a un mois. Et voilà. Et j'ai fait du 4250 km de gravel, pratiquement tout off-road en 20 jours, enfin en 18 jours exactement d'activité. Et là, je viens de gagner North Cape en battant le record de l'épreuve de 24 heures. Et surtout, j'ai traversé 11 pays d'Europe. Je suis parti du lac de Garde et je suis allé jusqu'au Cap Nord, donc au-delà du cercle arctique, en passant par Rovaniemi, qui est la maison du Père Noël. Enfin, des aventures qui me bouleversent complètement parce que c'est fou de pouvoir faire ça avec juste un vélo et puis 10 kilos de matériel et puis juste des jambes, un gros moral, un gros mental et puis après plein de skills, plein de trucs que j'ai appris dans ma vie, quoi. Quand on me demande, mais tu t'entraînes comment, t'as fait quoi? En fait, je pense que tout m'a mené à ce que je fais aujourd'hui. Et Mhm. tout te mène toujours à ce que tu fais et à ce que tu vas faire. Et il n'y a pas de secret dans la vie. Si tu te prends une claque, si tu fais des conneries, si tu vas dans la mauvaise direction, c'est pour prendre des leçons, quoi. Et quand je prends une leçon, je me dis toujours que au fond de moi, même si je me dis, ah, c'est injuste, au fond de moi, la vie, elle est toujours juste. Elle est toujours juste. Et quand tu prends des leçons, c'est que tu as fait quelque chose de mal, quoi. La vie, la vie, elle est pas que facile, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai décidé d'être heureux. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est facile. Des fois, je suis hyper content, comme pour Northscape, où j'ai emmené beaucoup de gens sur mon vélo, dans ma roue. Et c'était ouf. Parce que voilà, battre des records, c'est cool, mais c'est surtout changer la vie des gens. Voilà. Et tu as commencé par ça. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est changer la vie un peu des gens, que ça soit 1 millimètre de cette vie ou peut-être complètement leur vie, juste qu'ils soient heureux dans leur vie, quoi. Mais du coup, Voilà. tu as commencé à devenir un aventurier en vélo, si je peux appeler ça comme ça, depuis ton séjour de 120 jours que tu as fait au Népal. Ça, c'est si on fait un raccourci en disant que je suis un carriériste, voilà, en projetant que ce moment-là m'a fait changer de vie, certainement. Mais en réalité, j'avais ça en moi depuis toujours. Mhm. Je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à réaliser vos rêves et ne vous arrêtez jamais de rêver, puisqu'en fait, tout ça, c'est des rêves, quoi. C'est des trucs que j'avais dans la tête. Et à un moment, j'ai dit, putain, mais pourquoi je le fais pas? Et en fait, l'être humain, la première chose qui se dit, juste, c'est, je peux pas. Mais je peux pas. Mais pourquoi? Mais je peux pas. C'est trop dur, c'est trop long, c'est trop compliqué. Quand j'ai arrêté ma carrière à la Fédération française de triathlon, qui était une carrière microscopique de communicant, je me suis dit, je peux pas. Juste, je peux pas quitter. Je vais aux Jeux Olympiques à Rio, je vais voir des mecs comme Teddy Riner, comme les meilleurs basketteurs du monde, des footballeurs, des triathlètes, des nageurs, tous les meilleurs athlètes du monde, quoi. Et j'étais pas heureux. Et est-ce que tu as, enfin, tu en as sûrement rencontré, mais peut-être les plus gros obstacles que tu as pu rencontrer dans ta vie de sportif ou durant tes expéditions ou les échecs que tu as pu rencontrer? Bah, le premier obstacle, c'est moi-même. Non, le premier obstacle, c'est toi, c'est ton entourage, c'est tes parents, c'est mes parents quand j'étais athlète qui me disaient, mon père, il m'a toujours dit, mais c'est pas un métier, quoi. C'est pas un métier d'être athlète. Enfin, il y a un moment où tu vas trouver un vrai travail. Et tu vois, ça m'est toujours resté parce que du coup, quand je gagnais une course, au fond de moi, je me disais, mais de toute manière, il sera pas fier de moi. Je peux gagner n'importe quelle course, tu vois, je peux gagner le Tour de France. C'est pas mon métier de toute manière parce que j'ai pas le droit de pratiquer ce sport-là parce que je m'étais interdit parce qu'il m'avait dit ça. Et un jour, je lui ai dit à mon père, mais c'est le problème de tous les gosses et notamment les mecs, mais aussi les filles avec leur maman ou leur père, mais je lui ai dit, mais un jour, je lui ai dit, je fais ce que je veux en fait. Et il m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux, j'ai cru que j'allais traverser la pièce, quoi, tu vois. Et il m'a un peu parlé mal, il a explosé de rire en me disant, mais vas-y, fais, vas-y, montre. Et je lui avais dit, ouais, je fais ce que je veux. Et ce jour-là, il a été marquant. Et le deuxième jour, avec mon père, ça c'est drôle que je te raconte ça, parce que je pense que je l'ai rarement raconté. Et un jour, je lui demande juste avant d'aller au Népal s'il est heureux. Et il me dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Et tu vois, pour un mec qui a vraiment absolument cette obsession d'être apaisé, d'être heureux, d'être bien, de donner du bonheur aux gens, en tout cas du plaisir, et
par conséquence aussi du bonheur, de l'apaisement, de la réalisation et tout. Et tu vois, ce genre de truc, tu te dis, ça me rend fort parce que ça conforte le chemin sur lequel je suis. Et après, des obstacles, je peux t'en citer 10 000. Quand j'étais coureur, l'année où je pensais que j'allais passer professionnel, j'ai gagné au Tour du Loir-et-Cher, une course professionnelle. On me dit, tu vas passer pro, quoi. Et pratiquement un de mes coéquipiers sur deux passe pro, sauf moi. Mhm. Et je suis viré de cette équipe. En fait, on me conserve pas. C'est-à-dire qu'on me conserve même pas dans l'équipe dans laquelle j'étais, alors que j'avais gagné la plus grosse course que j'avais jamais gagnée dans ma vie. Et des échecs comme ça, je peux t'en citer 50, tu vois, des non-sélections à des courses et plein de trucs qui font que j'ai eu un rejet du vélo ou bien des gars qui se foutaient de ma gueule parce que dans le vélo, tu vois, c'est comme dans beaucoup de sports, notamment les sports co, je pense, où ah putain, t'as pris du poids et tu sais, t'as fait attention pendant 3 mois et le mec, première chose qu'il te dit, il te dit bonjour, putain, t'as pris du poids un peu et Mhm. t'as envie de le défoncer en fait. Et tu dis ok, ouais. Et en fait, tout est comme ça. Donc, tu vois, des échecs, des coups dans la gueule. Et le gros dernier en date, c'est sur Northscape, là où le premier jour, je vomis partout. J'étais à la limite de l'évanouissement à un moment. J'étais dans un groupe où tous les mecs étaient. Enfin, il y a un mec, je crois qu'à l'arrivée, je lui mets 1500 km pour te dire. Oh. 1500 km. Je lui mets pas 150, je lui mets 1500. Donc, ça fait 5 jours presque pour lui. Et tu vois, j'ai tellement passé une mauvaise journée que j'ai dit, je t'arrête pas, tu t'arrêtes pas. J'ai dit, tu peux pas t'arrêter. Et tant que ta tête, elle tombe pas par terre, tu t'arrêtes pas. À 4h30, 5h35, 40, je me lève. 5h50, je suis à la limite de monter sur le vélo. Et là, je vois un mec passer. Putain, je dis merde. Et là, on m'envoie des messages. Putain, Steven, t'es deuxième, t'as fait une nuit de malade. Et évidemment, il me retape dessus, le mec, parce qu'il est plus fort. Et c'est un mec qui a suivi toutes les preuves qu'on s'est suivi. Il s'appelle Martin. Enfin bref, ça a été un long running gag avec lui, un Allemand là. Et l'Allemand qui était devant, il n'a pas dormi 5 jours. Wow. Et voilà. Et toute la course a été comme ça. Tu vois, supprimer du sommeil. Alors que le premier jour, j'étais tellement mal, tellement mal. Ouais, Donc tu vois, on peut tous, tu vois, on est tous en train de mourir, de revivre, de mourir, de revivre tous les jours, tu vois. ouais. On est tous en constant ouais, renouvellement. C'est ça la vie. Et je me demandais un peu comment tu fais pour des courses comme ça, ou par exemple, bêtement, Paris-Dakar, tu fais 5700 kills en 20 jours. Enfin, pour toi, c'est quoi les qualités les plus importantes pour réaliser à faire ce genre de choses? Comment tu gères ça mentalement pendant? Parce que tu as sûrement des douleurs durant la course et tout ça, puis tu es peut-être seul aussi sur ton vélo. Comment ça se passe mentalement? Je pense qu'il faut avoir vraiment confiance en soi, il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir un certain apaisement, se dire que rien n'est grave. Mais Dakar, tout était dur. Tu vois, c'est ça, c'est ce truc-là de se dire que rien n'est grave, qu'il faut savoir qu'il faut manger, boire, respirer, dormir un minimum. Et le reste, c'est de la gestion et de l'intelligence, tu vois. Et tout le temps rester dans la course. Évidemment, si tu veux faire ça en 30 jours, 40 jours, 50 jours, c'est autre chose. Mais pour moi, il faut toujours avoir une projection à, comme dans la vie, comme dans une entreprise, comme dans une préparation physique, à court, moyen, long terme, court, moyen, long terme, court, moyen, long terme, toujours. Où est-ce que Mm. tu veux aller demain? Où est-ce que tu veux aller dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans? Et moi, c'était où est-ce que tu veux être dans 50 bornes, dans 100 bornes, dans 500 bornes ou à l'arrivée? Et dans ma tête, c'était il faut que je fasse moins de 12 jours à l'arrivée. Le reste, c'était traverser un pays par jour et ensuite garder toujours une vitesse constante, en tous les cas au-dessus des 20 km/h et entre 23 et 26, parce que ça, je peux le tenir presque 24 heures sur 24 pendant 40 heures, tu vois. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est que de la gestion, c'est que juste de la composition et s'arrêter le moins possible, dormir le moins possible et gérer ton sommeil en fonction de ton physique, de ta fatigue, du climat aussi, parce que évidemment, s'il y a de la pluie battante et que tu veux faire le guerrier à rester à jouer la montre, à continuer de rouler sous la flotte ou sous la neige, ça n'a aucun sens. Tu vois, vaut mieux dormir 1 heure. Voilà. Et est-ce que ça c'est déjà arrivé que pendant justement tes expéditions, tu te dises à un moment que tu n'arriveras pas au bout ou tu as cette envie peut-être de tout arrêter
avant l'arrivée? Ça m'arrive tout le temps, hein. Quand je traverse l'Himalaya, on arrive à Kanchenjunga, troisième sommet du monde, et j'avais le mal des montagnes. Et j'arrive avec le Sherpa et on prend une tempête de neige, mais méchante, tu vois, à 17-18 heures, et il fait nuit à 19, tu vois. Et lui, il me dit, mec, si on perd la trace et on revient de nuit, on va mourir là. Le Népalais, le Sherpa. Et je le regarde, je lui dis, mais tu me prends pour qui? Il me dit, mec, j'ai plus d'expérience que toi ici. Ici, tu peux pas jouer. J'ai dit, ok, gars, t'as gagné. On fait demi-tour. Par contre, je refais pas 50 bornes dans le sens inverse. Il me dit, gars, le mec, il faut que tu comprennes que maintenant, ton début de projet, en fait, en gros, le début du Great Himalaya Trail, donc le début de mon expédition, c'était 3 kilomètres plus loin, au camp de base du Kanchenjunga, tu vois. Mhm. Et il me manquait 3 bornes. J'ai fait demi-tour et je lui ai dit, OK, on fait demi-tour. Par contre, demain matin, à 3 heures, on repart et on retourne à ce point de départ et on fait vraiment le départ. Et on l'a fait. Et là, tu vois, c'est en doute, quoi. Parce qu'on revient après du Kanchenjunga, mais mon gars, on a fait une journée de 17 heures. Je tombe sur le dos, j'ai manqué de me casser le coccyx, je casse mon casque à l'arrière. J'étais au seuil de la mort. Parce qu'on a fait 2000 à 5000 mètres en 3 jours, je crois. Ce que les gens font en allez, 10 jours. J'étais explosé, quoi. Et il me dit, bah mec, il va falloir être fort, hein. Le lendemain, il me dit ça. Il me dit, je crois pas que tu vas y arriver. Il dit, je crois que t'es pas assez fort, ni mentalement, ni physiquement. Et je l'ai étripé et je lui ai dit, mec, tu me connais pas. Bah, et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que je lâche jamais rien parce que des coups dans la gueule, j'en ai pris tout le temps, tout le temps. En aventure, tu prends que ça et tu te dis, en fait, si tu abandonnes une fois, tu abandonnes toute ta vie. Et j'aimerais avoir ton avis sur le talent, savoir si tu y crois, si tu y crois pas, si selon toi c'est suffisant pour réussir. Un peu ton avis sur ce sujet. Un Jacques Brel, de ce que pensait Jacques Brel, qui dit le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est faire. Le talent, c'est bosser tous les jours. Lui, il croyait qu'au travail, à la sueur, aux gouttes de sueur, tous les jours. Le talent, ça n'existe pas, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que mon talent, c'est le courage, c'est mon cœur, parce que je donne tout. Tu sais, dans la vie, il faut avoir de l'audace. Et mon courage, je ne sais pas si je l'avais au départ, c'est mon éducation, c'est mon père qui m'a dit, mais t'as un poil dans la main, tu fous rien, tu vois, quand j'étais jeune, tu sais, ça reste, quoi. Mais tu sais, maintenant, je suis en colère quand on me dit, mais tu fous rien, mais qui me parle comme ça? Personne n'a le droit de me parler comme ça. Mhm. Et personne ne me parle comme ça, parce que je suis tout l'inverse aujourd'hui. Mais en gros, ce qui différencie, je pense, quelqu'un qui réussit de quelqu'un qui réussit pas, pour moi, c'est le travail. Et j'ai une question justement un peu en rapport avec ça. Euh, Enfin, tu le sais sûrement aussi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a énormément de personnes qui n'osent pas justement faire tout pour réaliser leur rêve parce qu'elles ont un peu peur, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de plein de choses. Du coup, elles préfèrent un peu se diriger vers la sécurité ou ce qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes pour que justement elles osent passer ce cap pour justement atteindre leurs vrais objectifs? En gros, simple. Tu vois, un avion, quand il doit atterrir et qu'on lui dit, bah, finalement, tu dois atterrir dans 15 minutes. Donc, tu dois tourner en rond et l'avion, il tourne en rond. Enfin, tu as déjà vu ce truc, ce phénomène Mhm. des avions qui tournent. En fait, ils attendent sur le parking. Est-ce que toute ta vie, tu vas attendre sur le parking comme ça, comme un avion, d'atterrir? Ou est-ce que tu vas te dire, vas-y, je me casse, quoi? C'est ça, en fait, la différence entre les gens qui vont tout le temps straight, tu vois. Mec, moi, je suis comme ça. Et c'est peut-être pas une qualité, hein, mais je fonce, quoi. Tu vois, je suis né en avril, je suis bélier, ça aide, je suis breton. J'ai été éduqué par un mec assez dur. Ma mère, elle s'est toujours battue dans la vie. Mais je me bats comme un chien. Des fois, c'est tellement dur, mais je me dis, tu peux pas lâcher. Ni pour toi, ni pour les gens, tu peux pas lâcher. Et des fois, je lâche, hein. Tu vois, je fais pas les trucs parce qu'on est dans un monde de moyens, quoi. Tu vois, un peu coin-coin. Oui, ah non, mais moi, je fais un... Il y en a plein qui m'envoient des messages sur LinkedIn. Mais quel est ton business model? Comment fais-tu pour arriver à fonder une famille, arriver à faire tes projets, arriver à financer, à médiatiser? Bah, je bosse. En fait, je bosse 20 heures sur 24 depuis 15 ans, gars. Voilà. Donc, le reste, tu peux me parler de ce que tu veux, ton plan de carrière, ton business plan et tout. J'en ai rien à foutre. Évidemment que j'ai appris des choses dans le marketing, dans la communication, dans la préparation physique, préparation mentale. Mais tout ça, ça n'a aucun intérêt si tu fais rien, en fait. Mhm. Et le but, c'est d'avancer. Et les réponses, tu les as sur la route. Toujours, tu as les réponses sur la route. Et j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi le bonheur? Ça, c'est les questions la plus compliquées, je pense, dans la vie.
c'est certainement un équilibre entre ce que tu es, ce que tu as envie d'être, ce que tu as été et tout le reste. Dans la vie, on est comme un navigateur sur un bateau et tu es toujours en train d'essayer d'équilibrer. Ça tangue toujours d'un côté ou tu as une pression externe. Alors quand tu fais rien, c'est plus facile. Mais à un moment, ça devient dur parce que tu peux pas avoir soit le chômage, soit des aides toute ta vie. À un moment, tu te prends une claque. Et surtout, tu n'es pas forcément heureux quand tu gagnes ta vie comme ça. C'est pas un jugement de valeur, hein. C'est juste quand tu réalises des trucs, même des petits trucs. Après, on a fait à utiliser un instrument de musique, à dessiner, à écrire, à fonder une famille, à monter une maison, etc., à monter un projet, à se structurer mentalement, physiquement, tout le reste, éduquer des enfants. Quand tu fais des trucs dans la vie, je pense que c'est le meilleur chemin vers le bonheur. En plus d'avoir un entourage équilibré, tu vois, ce que j'ai pas forcément, parce que ça me fait trop de mal. En fait, plus j'ai du mal à être déçu par les humains. Du coup, j'ai décidé de pas de m'entourer de très peu de personnes, mais ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment, ils me suivent, ceux qui m'aiment pas, ils se barrent. Et puis voilà, tu vois. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. C'est tu m'aimes pas, barre-toi, ça sert à rien. On va juste se prendre la tête pour que tu essaies de comprendre ce que je suis. Et je vais faire la même chose parce que tu vas me juger pour ce que je suis. Et puis voilà. Et, et la vie, c'est ça, c'est se dire, allez, on y va, quoi. Tu vois, la vie, c'est faire des trucs et essayer d'être apaisé, d'apprendre tous les jours, faire des trucs. Et j'aimerais savoir, avec tout ce que tu as pu emmagasiner et toute l'expérience que tu as pu prendre tout au long de tes voyages, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même et que tu aimerais transmettre aux gens? Bah, tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'apaisement est essentiel si tu veux apprendre à être heureux. La construction, elle ne devient construction ou apprentissage que quand tu bosses. Et il n'y a rien qui se fait comme ça. Il y a des trucs, des moments de grâce où tu te dis waouh. Mais tu vois, Northscape, c'est la première fois où, à 2 kilomètres de l'arrivée, dans ma vie, hein, dans toute ma vie, ah non, je gagnais des courses quand même tout seul, même avec 10 minutes d'avance quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment une des premières fois, à l'âge adulte, on va dire, parce que j'ai 35 ans, que je me suis dit, putain, j'ai gagné. Tu vois, et c'était tellement dur parce que pendant 10 jours, tous les jours, à la fin, tu sais, tu y crois, mais tu y crois pas. Mais comme à Dakar, tu vois, j'étais fier de moi. Comme après l'Himalaya, j'étais tellement fier de moi que je me suis dit, c'est ça en fait, c'est ça ma vie. C'est parce qu'il y a les gens aussi derrière cet écran ou derrière un documentaire ou derrière, tu vois, l'Himalaya, c'est sur Disney encore. J'ai transmis des trucs, j'ai donné envie aux gens de voyager, d'aller dans l'Himalaya, de s'aventurer, de se réaliser dans l'effort. Mais ce qui compte, c'est de partager, de s'aventurer, d'apprendre, mais de donner, quoi, de donner généreusement. Un des plus beaux moments de ma vie, ça a été quand j'ai été prof dans les bidonvilles de Katmandou, tu vois, parce que, euh, parce que je m'en foutais. S'il y avait que les enfants qui comptaient et donner, quoi. Tu vois, donner, leur apprendre des trucs. C'était ouf parce que j'ai pas d'enfants, mais j'avais l'impression d'être tellement utile, tellement utile. Tu vas gagner Northscape, c'est cool. Faire Paris-Dakar en 20 jours, c'est cool. Traverser l'Himalaya, c'est cool. Mais quand tu donnes tout ce que tu connais à des enfants, putain, c'est tellement fort, cette sensation. Du coup, pour moi, la transmission, elle est plus forte que tout le reste. Mais faites des trucs dans la vie. Faites des trucs tous les jours. Défiez-vous, essayez de comprendre, essayez d'être bienveillant avec les autres et puis partagez, quoi. Aventure et transmission. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!